Bien, eh bien, chers amis, bonsoir à tous, bonsoir aux quelques personnes qui nous rejoignent ce soir. On est dans la suite du module de cours sur l'imagination, l'imaginaire, l'imaginal. Troisième cours de ce module et ce soir, une soirée particulière puisque nous allons axer la soirée sur des entraînements et sur de la pratique. Mais avant cela, pour les personnes qui nous suivent sur Internet et qui regardent ce cours à distance, je vais prendre le temps pendant peut-être 20 à 30 minutes de faire un résumé de ce que nous allons mettre en application ce soir et de donner les références qui permettront à chacun de regarder sur quoi on s'appuie et éventuellement d'aller regarder ces types d'entraînements qui sont proposés par différents auteurs. Tout d'abord, un bref résumé de ce que nous avons vu pendant les deux derniers cours. Dans le premier cours, nous avons introduit trois notions, l'imagination, l'imaginaire et l'imaginal, trois notions que nous pouvons distinguer les unes des autres. D'une part, nous avons la notion d'imagination qui est présentée comme une fonction cognitive où on peut distinguer deux types d'imagination, une imagination créatrice qui a une fonction de transformation et une imagination qu'on pourrait dire fantaisiste où il s'agirait plutôt d'une forme de prolifération spontanée et on ne va pas trop parler de celle-là mais plutôt se concentrer sur la première. L'imagination créatrice réunit trois fonctions, une fonction qu'on a nommée poétique qui a pour principe de créer du nouveau, de potentialiser des éléments pour créer du nouveau, une fonction herméneutique qui a pour activité de donner de la signification, de donner pas de la compréhension, mais de donner du sens, et une fonction noétique qui a pour activité de nous faire avoir conscience de quelque chose, une activité de connaître quelque chose. Voilà comment nous avions défini l'imagination que certains appellent imagination créatrice. Un ensemble de fonctions cognitives dont nous pouvons faire expérience. L'imaginaire comme les productions de cette imagination, les productions de cette fonction dont nous faisons expérience, eh bien, sous forme d'images visuelles, sous forme d'images sonores, sous forme de sensations, d'images kinesthésiques, un ensemble d'images qui nous est interne et qui ne relève pas du monde sensible que nous pouvons percevoir. Et enfin, nous avons parlé de l'imaginal, un domaine de connaissance qui est intermédiaire entre le sensible, ce que nous pouvons percevoir avec nos capteurs sensoriels, et l'intelligible, ce que nous pouvons concevoir avec l'intellect. Un domaine de connaissance intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Chez certains auteurs, une réalité qui est autonome vis-à-vis du sujet. De manière générale, chez l'ensemble des auteurs, l'imaginal comme étant domaine et source de l'imagination comme fonction et de l'imaginaire comme production. Et enfin, nous avions vu dans le premier cours comment cet imaginal peut être mis en lien avec les descriptions de l'inconscient collectif chez Jung. Enfin, dans le premier cours, nous avons parlé du lien entre l'imagination et l'hypnose. Pourquoi est-ce qu'en hypnologie, dans une école d'hypnose, on vient faire un tel focus sur l'imagination ? Eh bien, on avait montré d'une part que les trois fonctions mises en jeu dans l'imagination créatrice sont présentes dans les expériences hypnotiques. On avait vu qu'il y a une forte correspondance entre l'état d'hypnose et l'action d'imagination, l'action d'imaginer, qu'on peut appeler aussi l'imagination active, une correspondance entre l'état d'hypnose et l'action d'imaginer. Et enfin, j'avais proposé que en hypnose, l'imagination peut être utilisée de 4 manières différentes, en 4 modes. Et nous avions décrit ces 4 modes comme étant passif, réceptif, interactif ou directif. Dans le deuxième cours, la semaine dernière, on a pris le temps de regarder qu'il y a de très nombreuses sources qui s'intéressent à l'action d'imaginer et que si aujourd'hui en Occident c'est une notion que nous avons peut-être un peu oubliée ou rangée dans la catégorie production fantaisiste, eh bien ce n'est pas uniquement le cas et c'est un sujet qui a été longuement étudié à travers le temps, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans l'époque des Lumières, dans la philosophie des Lumières et encore aujourd'hui dans nos temps modernes. C'est un sujet que j'ai présenté comme étant traité dans principalement 3 domaines. D'une part, le domaine de la philosophie et de la théologie. D'autre part, dans le domaine de la recherche moderne en sciences humaines, notamment dans l'anthropologie, dans la mythologie, dans la phénoménologie. Et enfin, dans les recherches modernes dans la psychologie occidentale, celle du 19e siècle et celle du 20e siècle. Nous avons présenté aussi le fait que toutes ces sources se sont rencontrées au XXe siècle, où je vous avais parlé des cercles d'Erasmus, c'est de ces endroits où différents chercheurs se sont rencontrés. Une rencontre de toutes ces sources au XXe siècle pour créer 2 domaines nouveaux et qui sont actifs actuellement.
d'une part, la philosophie de l'imaginaire et d'autre part, la psychologie archétypale. Alors ça nous mène des perspectives actuelles qui sont le fil rouge du module de cours que nous sommes en train de faire. Une question, est-ce que l'imagination peut être agente? Et cette question est une des perspectives que nous suivons actuellement. Est-ce que l'imagination peut être agente au sens où elle serait agissante, où elle serait autonome vis-à-vis du sujet et où elle serait créatrice de production imaginaire d'une part, mais aussi moteur de choix, de décision et productrice, créatrice d'émotions, de sensations, d'humeur et d'état d'esprit? Bien, c'est une question qui reste ouverte. Et ce domaine de connaissance, et toutes les personnes qui ont travaillé sur ce domaine de connaissance, que ce soit très ancien ou très moderne, toutes ces personnes indiquent qu'il s'agit d'un domaine de connaissance dont il s'agit de faire expérience dans l'imagination et pas seulement dans l'intellect. Et bien sûr, toutes ces présentations didactiques sont de nature intellectuelle et c'est pour ça que ce soir, la proposition, c'est d'en faire une expérience directe. Voilà pour le résumé des deux cours précédents. Alors, le plan du cours d'aujourd'hui, il va y avoir 3 parties. Donc j'ai choisi pour vous présenter des entraînements à la visualisation et à l'imagination active. J'ai choisi de vous présenter le travail en particulier de 3 auteurs. Donc dans une première partie, on va regarder les entraînements à la visualisation qui sont présentés chez Roberto Assagioli, dont nous avons parlé au mois de novembre et décembre. On va regarder quel est le but de ces exercices, on va regarder 5 types d'exercices et les fonctions qui sont impliquées. Dans une deuxième partie, on regardera les entraînements à l'imagination active qui sont présentés dans le travail de Hans-Karl Leuner, des entraînements à la visualisation et à la description des visualisations. On regardera quel est le but, quel est l'objectif de ces exercices et je vous présenterai un grand exercice en 3 parties. Enfin, dans une troisième partie, on regardera l'entraînement à l'activité imaginaire chez Robert de Soualle. Le vocabulaire change un peu parce que j'ai choisi de garder le vocabulaire de chacun des auteurs. L'entraînement à l'activité imaginative chez Robert de Soualle. Et on regardera l'objectif des exercices, les fonctions qui y sont liées et on travaillera sur 3 types d'exercices qui sont des préparations à la technique principale de Soualle qui s'appelle le rêve éveillé dirigé. J'en profite pour vous dire que j'ai changé un petit peu le plan général du module de cours, où j'avais prévu que la semaine prochaine, on creuse un peu cette notion d'imaginal. Mais en fait, maintenant que ce cours est prêt, ça me semble plus logique que la semaine prochaine, on regarde le rêve éveillé dirigé de Robert de Soualle, puisque les entraînements d'aujourd'hui vont nous y préparer. Alors, une précision avant de regarder les techniques de ces 3 auteurs, Assagioli, Leuner et de Soualle. Une précision, on pourrait dire qu'il s'agit des visualisations dans l'imagination, on pourrait dire qu'il s'agit de voir sans voir. Alors, quelques précisions. Déjà, une précision en termes de vocabulaire. Il ne s'agit pas de voir, il ne s'agit pas de l'activité oculaire quand nos capteurs sensoriels, les yeux, sont en lien avec des photons. Il ne s'agit pas de voir dans ce sens-là. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des hallucinations, d'avoir quelque chose qui se surimpose sur le domaine sensible. On peut donc se demander, bien, de quoi s'agit-il? Alors, je vous ai proposé quelques termes. On pourrait dire qu'il s'agit d'imaginer. On pourrait dire qu'il s'agit d'évoquer quelque chose. Évoquer un paysage, évoquer une sensation, évoquer une personne. On pourrait dire qu'il s'agit de se représenter quelque chose. Ou peut-être qu'il s'agit de se figurer quelque chose. On pourrait dire peut-être qu'il s'agit aussi de se remémorer quelque chose, si du moins nous faisons appel dans notre imagination à un souvenir. Ou tout simplement, peut-être qu'il suffirait de dire qu'il s'agit de penser à quelque chose. Alors, quelques exemples. Si on dit « pensez au visage de votre mère », eh bien, vous pouvez faire expérience du fait que, quelque part, on ne sait pas trop où, quelque part, ce visage s'affiche. Pourtant, nous ne le voyons pas. Et c'est là qu'on pourrait parler de voir sans voir. Quelques personnes pourraient dire, si on leur demande de penser à une image particulière, ils pourraient dire « c'est un carré bleu, je ne le vois pas, mais je sais que c'est un carré et je sais qu'il est bleu, mais je ne le vois pas. » Alors, pour savoir, pour connaître le fait que c'est un carré et qu'il est bleu, il faut bien en avoir une expérience de nature visuelle. Et c'est bien de cela dont nous parlons dans les entraînements à la visualisation. Le terme visualisation nous met un peu dedans, en fait, à vrai dire. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé d'autres types de termes. C'est aussi une question de faculté, car selon les personnes et selon les facultés
naturelles ou apprises de chacun. Eh bien, pour certaines personnes, il s'agira d'images qui seront très claires, très lumineuses, très colorées et très précises. Chez d'autres personnes, il s'agira d'images invisibles. Et comme je vous le disais, je sais qu'il y a un carré bleu, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Je sais que je le vois bien que je ne le vois pas. Paradoxe, mais vous allez en faire expérience et ce sera plus clair. Et chez d'autres personnes, il s'agit d'images un peu comme des images de rêve. Vous savez, ces impressions d'images qu'on a quand on se réveille et que le rêve est encore présent, c'est une image, elle n'est pas claire, elle n'est pas invisible non plus. Donc, selon les facultés des personnes, il peut s'agir d'images invisibles jusqu'à images parfaitement claires. Alors, bonne nouvelle, la clarté de l'image et la qualité de l'image n'est pas un critère de l'impact de l'imagination active sur le sujet. Pour rappel, l'imagination active, facteur de nouveau, facteur de changement, eh bien, la clarté de l'image, qu'elle soit claire ou qu'elle soit invisible, n'est pas un facteur pour l'impact de l'imagination active sur le sujet. Et puis enfin, c'est aussi un jeu de circonstances puisque, et vous en ferez expérience si vous continuez dans ces directions-là, que ce soit avec l'imagination, avec les techniques de la sophrologie, avec les techniques par exemple de l'hypnose ericksonienne ou hellmanienne, selon les circonstances, parfois on fait expérience d'images qui nous semblent très claires. Et puis parfois on fait expérience d'images qui ne veulent pas s'afficher, alors que pourtant on sait bien qu'elles sont là. Donc, eh bien, peu importe, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est d'en faire une expérience. Ce qui est important, ce n'est pas la qualité de l'image, mais l'expérience directe qu'on en fait. Alors, je vais donc vous résumer assez rapidement les différents exercices des trois auteurs que je vous ai nommés, principalement pour les personnes qui nous suivent, parce que j'aurais pu vous présenter les exercices les uns après les autres et vous les faire directement expérimenter, mais ça va être plus simple de s'y prendre comme ça. 5 exercices chez Assagioli, des exercices de visualisation, des exercices qu'il appelle de photographie mentale et des exercices qu'il appelle d'évocation, en l'occurrence d'évocation sensorielle. Vous avez ces exercices dans l'ouvrage de référence qui est Psychosynthèse, principes et techniques, un ouvrage dont nous avons déjà parlé dans les mois derniers. Le but général de ces exercices, eh bien, c'est pour deux types de profils. Quand l'imagination est excessive et dispersée, pour avoir l'impression d'avoir une imagination instable et qui prolifère beaucoup trop, eh bien le but, ça va être de maîtriser l'imagination. Et quand l'imagination est trop faible ou inhibée, et là j'emploie ici le vocabulaire d'Assagioli, il s'agit de la développer. Autre but de ces exercices, développer les fonctions qui sont impliquées dans l'imagination, et on va les décrire dans quelques instants, et préparer à des exercices bien plus complexes d'imagination créatrice et d'utilisation de symboles. Le premier exercice chez Assagioli est très simple en apparence. Il s'agit de visualiser un écran noir et d'y faire apparaître un chiffre, de stabiliser cette image, d'y faire apparaître un second chiffre, de laisser cette image stable pour faire apparaître 3 chiffres, etc., etc. Les fonctions impliquées ici, c'est la concentration, l'attention, on pourrait dire l'attention vigilante, et la volonté de faire l'exercice et de se concentrer et de stabiliser l'attention. Le but pour Assagioli est de travailler sur une progression et pas sur un résultat, c'est un entraînement. Il ne s'agit pas de se dire « Ok, j'ai réussi à visualiser les 50 premières décimales du chiffre pi, et si vous y arrivez, félicitations ». Le but n'est pas d'atteindre un résultat, le but est de travailler pour faire une progression. Cette progression va permettre de mesurer différents paramètres de l'image, par exemple, sa persistance, la vitesse à laquelle on peut l'évoquer, sa clarté et l'ampleur du champ. On pourrait dire l'ampleur du champ, eh bien, comme nous avons une ampleur de champ visuel, eh bien, on peut avoir une ampleur de champ d'imagination. Deuxième exercice, la visualisation de formes géométriques colorées à 2 dimensions. Précis. Alors, les fonctions impliquées sont les mêmes que précédemment, la concentration, l'attention et la volonté. Et Assagioli nous dit, formes et couleurs vont nous permettre de travailler sur la pensée et les sentiments, sur les fonctions de pensée et de sentiment. Et je ne vais pas prendre le temps pour détailler cela aujourd'hui. Le but, c'est de différencier différents paramètres. Par exemple, différencier sa propre capacité à visualiser des couleurs et à visualiser des formes. Et vous allez voir, c'est assez amusant, surtout quand les images ne veulent pas s'amuser, d'avoir la certitude de savoir si cette image est jaune ou bleue, alors que, eh bien, on ne voit rien, à vrai dire. Cela amène à un apprentissage pour se familiariser avec les images et se familiariser avec la façon dont nous mettons en lien avec ces images, avec notre imaginaire.
Et enfin, cela va permettre de se préparer à l'utilisation de symboles, les symboles étant, la plupart du temps, des formes à structure géométrique avec des ensembles et des patterns de couleurs. Le procédé est très simple, il s'agit d'imaginer une forme géométrique colorée, par exemple, imaginer un carré bleu. Et puis de passer à un autre symbole, imaginer un carré vert, imaginer un cercle jaune, et nous le ferons tout à l'heure. Sur cet exercice, je propose une variante de cet exercice, c'est d'avoir une image dynamique et de proposer de la transformation. Laisser la forme colorée changer de couleur ou laisser la forme colorée changer de forme. Il s'agirait par exemple de visualiser un triangle vert et de le laisser devenir un triangle bleu, ou de visualiser un cercle rouge par exemple et de le laisser devenir un rectangle rouge. Exercice simple en apparence, mais cela permet de renforcer la familiarisation avec les images. Et si tout ça semble assez inutile en apparence, eh bien, en accompagnement, nous avons parfois des personnes qui sont très frustrées de croire qu'ils ne voient pas quelque chose quand on leur propose de le visualiser. L'erreur ici, c'est qu'ils croient qu'ils ne le voient pas parce qu'ils cherchent quelque chose qui n'est pas ce que l'imagination propose. Autrement dit, ils cherchent des images aussi claires que dans les rêves, que dans les hallucinations ou que dans la vision du monde sensible. Et le fait de se familiariser avec des images et la transformation d'images va permettre des visualisations et des imaginations créatrices de plus en plus fluides. Troisième exercice chez Assagioli, on va essayer tout à l'heure, on prendra peut-être les cartes que tu m'as montrées, Grégory. C'est un exercice de photographie mentale. Il est très simple, il s'agit de regarder fixement une image pendant 1 minute, de fermer les yeux, d'évoquer, imaginer ou se représenter l'image et la décrire. Alors évidemment, aux premières expériences, au bout de quelques secondes, on se rend compte qu'on n'a plus rien à décrire. Et avec pas mal d'entraînement, on se rend compte qu'on a gagné en persistance, en capacité de détail, en distinction de couleurs, etc. Ça permet de travailler sur sa progression et de mesurer différents paramètres. Les fonctions qui sont impliquées ici, principalement, c'est une fonction de observation-mémorisation. Et vous pouvez déjà le voir se dessiner. Dans les entraînements à la visualisation et à l'imagination, on va entraîner toutes ces fonctions. Concentration, attention, volonté, observation, mémorisation. Ce qui va nous être utile dans un travail d'imagination, mais aussi dans la vie quotidienne. Quatrième exercice chez Assagioli, l'évocation auditive, puisque autant on utilise le terme image, mais il ne s'agit pas uniquement d'images visuelles. On peut parler d'images sonores, on peut parler d'images olfactives, d'images gustatives, d'images tactiles. Ici, l'évocation auditive, le but, c'est de développer une faculté auditive quand elle est un peu déficiente et un peu insuffisante, mais aussi de régler, de réguler une activité auditive quand elle est excessive. Et au temps d'Assagioli, apparemment, on n'avait pas le problème un peu épidémique qu'on peut avoir aujourd'hui de personnes qui disent avoir trop de pensées. J'ai trop de pensées, je suis obstrué par mes pensées. Eh bien, il s'agit de formes auditives internes, et ce type d'exercice peut permettre de réguler une sensibilité excessive au sens auditif. Troisième but, augmenter l'état émotionnel dans l'imagination. Et vous pouvez faire un lien avec ce qu'on appelle par exemple association dans les expériences d'hypnose. Le fait de se représenter des sons dans une imagination va augmenter l'impact émotionnel de ce qui est imaginé, enfin, augmenter l'impact émotionnel de l'imaginaire sur le sujet. Le procédé est très simple, il s'agit par exemple d'évoquer des sons naturels. Assagioli nous propose par exemple les vagues de la mer, le son d'une cascade, le son du vent dans les arbres. Si ça ne vous parle pas trop, c'est que vous êtes peut-être un peu déconnecté des sons naturels. Dans ce cas-là, vous pouvez imaginer des sons humains, le son d'un carrefour, le son de l'ascenseur dans votre immeuble, etc. Peu importe, il n'y a pas de jugement à poser sur ça. Il s'agit d'évoquer des sons et de les décrire. On pourrait dire de se les remémorer et de les décrire, d'y penser et de les décrire. Et Assagioli précise, souvent il y a une image visuelle qui essaye de s'imposer. Il dit là, il s'agit de l'exclure et de rester focalisé sur l'image sonore. Cela va permettre de discerner paramètres sonores et paramètres visuels et va renforcer le travail de la concentration. Alors, Assagioli nous propose aussi des exercices type photographie sonore, comme on disait tout à l'heure, photographie visuelle, et c'est des choses que vous pouvez expérimenter pour augmenter votre capacité à imaginer. Eh bien, par exemple, ouvrir un robinet, en écouter le son, le fermer et vous le remémorer. Exercice un peu inutile et absurde en apparence, mais toutes les fonctions cognitives que nous avons nommées vont être mises en activité. Et à vrai dire,
qui n'a pas envie de développer sa concentration, son attention, sa volonté et sa capacité à observer. Dernier entraînement chez Assagioli, et c'est un calque de l'évocation auditive, l'évocation tactile et kinesthésique. Les fonctions impliquées sont toujours les mêmes. Il s'agit ici de renforcer une fonction tactile quand elle est sous-efficiente ou de la réguler quand elle est suractivée. Cela va à nouveau permettre d'augmenter l'état émotionnel dans l'imagination et les exercices sont similaires à l'exercice précédent. Il pourrait s'agir par exemple de faire de la photographie tactile, de prendre le temps de vraiment sentir qu'est-ce que c'est le contact de la porcelaine sur mes doigts, de sentir cela et ensuite d'évoquer la sensation particulière qui vient d'avoir lieu. Généralement, cela amène aussi à une forme de sérénité, une forme de calme mental. Voilà pour les 5 entraînements chez Assagioli. Maintenant, les entraînements à l'imagination active chez Leuner, et le texte des références, c'est Guided Affective Imagery, un article publié en 1966 que vous pourrez trouver en PDF. C'est un petit article qui fait 17 ou 18 pages. Leuner a aussi écrit un ouvrage complet qui s'appelle Guided Affective Imagery. Et je n'ai pas eu l'occasion de consulter cet ouvrage. Et enfin, vous pouvez en trouver une version réduite en français dans l'ouvrage de Roberto Assagioli, Psychosynthèse, principes et méthodes. L'ouvrage que je vous citais tout à l'heure. Psychosynthèse, principes et techniques en 1973. Et ici, ce que je vous présente, c'est ce que Leuner appelle la méthode d'entraînement. C'est une petite partie de toute sa méthode. Donc, le but de l'entraînement chez Leuner, c'est de créer des séquences d'associations picturales. Et tout comme nous pouvons avoir des associations d'idées, ici, il s'agit de créer des séquences d'associations picturales. C'est-à-dire qu'on va proposer une image et une autre image va venir par association automatique. Et nous allons ici sur la piste de notre imagination agente, puisque ce n'est pas nous qui décidons l'image qui vient juste après. L'image vient de l'imagination. Il y a donc quelque chose au-delà de notre volonté qui agit, et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Le but, c'est de créer des séquences d'associations picturales, et Leuner dit pour libérer l'imagination, car d'après lui, elle a été un peu restreinte et inhibée. Et c'est intéressant car c'est un double entraînement. Il s'agit à la fois d'entraîner le sujet à son imagination et d'entraîner l'apprenti accompagnant à accompagner quelqu'un dans son imagination. C'est aussi pour ça que je vous ai amené cet exercice pour ce soir. On va pouvoir s'entraîner dans les deux postures. La méthode pour l'accompagnant, elle est simple en apparence, il suffit juste de s'y tenir, ce qui parfois est un peu plus délicat. L'accompagnant propose un thème que le sujet va imaginer. L'accompagnant fait décrire au sujet ce qu'il est en train d'imaginer, il ne fait pas de commentaires, surtout il ne donne pas d'interprétation. On ne fait pas d'analyse, il s'agit juste de faire décrire au sujet ce qu'il imagine. On pourrait dire à ce stade-là, c'est presque un entretien phénoménologique. Il demande des descriptions détaillées de l'image. Je ne l'ai pas noté, Leuner, il dit, il demande doucement des descriptions détaillées de l'image et des sentiments qui y sont associés. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Qu'est-ce que tu ressens? On pourrait y ajouter, qu'est-ce que tu entends? Et les autres sens. Ça, c'est la méthode pour l'accompagnant. Quelques mots sur l'état de conscience du sujet. L'exercice crée un état hypnotique de type méditatif. Le fait d'évoquer des images et d'avoir des réponses de notre imagination qui produit de l'imaginaire, eh bien, crée automatiquement un état de conscience qu'on pourrait appeler modifié, pourquoi pas, mais mieux vaut le catégoriser. Dans les catégories que je propose, il s'agit clairement d'un état hypnotique de type méditatif. Le sujet va vivre une double réalité, il est en train d'imaginer et il le sait, mais il sait aussi qu'il est présent dans cette situation, en train de faire une expérience d'imagination, ce qui fait une sensation de double état, et c'est tout à fait normal. C'est une bonne chose à dire pour les sujets s'ils veulent s'entraîner, car parfois ça peut être un peu frustrant de se dire « mais je ne suis pas dans l'imagination, je sais que je suis assis ici et que tu es en train de me poser des questions ». Eh bien, c'est normal, c'est un double état, centre-toi sur le produit de l'imaginaire. Alors là aussi, ça peut être une instruction qui semble un petit peu futile, mais combien d'apprentis accompagnants en hypnose se sont cassés le nez sur cette question, avec un sentiment parfois un peu inquiet de se dire « Ah mon Dieu, l'autre n'est pas dans son imagination car il sait qu'il est ici dans cette pièce ». Eh bien, ce n'est pas grave, il s'agit plutôt d'un double état. Et enfin, l'expérience va créer une transformation émotionnelle claire et nette, mais progressive.
Donc au début, il n'y aura pas l'impression que ces images qui viennent de moi transforment mon état émotionnel. Mais à la fin de l'expérience, et vous en avez fait expérience, je crois, la semaine dernière, pour ceux qui étaient ici sur l'exercice pratique que nous avons fait, à la fin de l'expérience, en effet, nous constatons que notre état émotionnel n'est plus du tout celui du point de départ de l'expérience. Nous pourrions dire que notre état de conscience s'est modifié. Alors voilà, de manière générale, le but, les méthodes et quelques avertissements sur l'état. Encore un peu de préambule, chez Leuner et de Swal, on retrouve les mêmes types d'entraînement. Ils servent à entraîner le sujet, ils servent à entraîner l'accompagnant. Et je vous avais mis en garde la dernière fois sur les approches dirigistes et les scripts, et on pourrait se dire, mais ce sont des approches très dirigistes, alors pourquoi est-ce qu'on les ramène alors qu'on fait de la mise en garde sur les scripts? Eh bien, tout simplement, ce sont des approches dirigistes parce qu'il s'agit d'entraînement. Ultérieurement, les séances seront plutôt interactives, co-dirigées, voire même réceptives, voire même passives, mais pour l'instant, dans un stade d'entraînement, eh bien, c'est plus pratique d'être guidé. Vous verrez plus tard que de Swal dit, le rêve éveillé dirigé n'est pas dirigé par l'opérateur ou par l'accompagnant. Le rêve éveillé dirigé est dirigé par le sujet qui dirige son propre rêve éveillé, puisque habituellement l'imagination l'emmène dans une direction. Alors, pour faire simple, la méthode d'entraînement chez Leuner, et vous allez voir, au niveau opérationnel, c'est très simple, il y a 3 stades. Le premier, c'est d'imaginer être dans un pré, et de décrire ce pré. La deuxième étape, c'est depuis ce pré, traverser une forêt jusqu'au pied d'une montagne, gravir cette montagne et depuis le sommet de la montagne, décrire le paysage. La troisième étape, c'est de redescendre de cette montagne vers le pied, vers le pré, de chercher et trouver. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est malin d'avoir précisé ça. De chercher et trouver un ruisseau, de décrire ce ruisseau et de choisir soit de remonter à la source de ce ruisseau, soit de le suivre jusqu'à l'océan et de décrire ce qui se passe. Voilà tout simplement la séquence d'entraînement proposée par Leuner. Il y a énormément de fonctions qui sont mises en jeu dans un entraînement aussi simple paraît-il. Par exemple, la concentration, l'attention, la volonté, l'observation et la mémorisation, des jeux de projection, d'association libre, le jeu de fonctions poétiques qui va se déployer, les transformations d'émotions, les transformations de sentiments, la capacité à décrire ce qu'on est en train de vivre, des fonctions d'imagerie motrice, des fonctions d'imagination active, et nous aurions pu en lister bien d'autres. Enfin, en dernière partie, les entraînements à l'imagination active chez de Swal. Donc il s'agit d'entraînements préparatoires à sa méthode du rêve éveillé dirigé. Le but pour de Swal, le texte de référence, c'est son ouvrage « Exploration de l'affectivité subconsciente par la méthode du rêve éveillé dirigé ». C'est publié en 1938. Et dans ces exercices préparatoires que je vais vous montrer, il les décrit comme ayant comme objectif de concentrer et maintenir son attention. Alors vous pouvez le voir de 2 façons. Vous pouvez le voir comme un exercice qui n'a en fait pour but que de concentrer et maintenir l'attention. Donc si vous avez des petits troubles attentionnels, eh bien cet exercice est très puissant pour canaliser l'attention. Ou bien vous pouvez le voir comme un exercice d'imagination qui a comme fonction parallèle et secondaire de travailler sur l'attention. Alors c'est un procédé en 3 étapes que de Swal décrit comme première étape, obtenir un état d'attention passive. Deuxième étape, déclencher l'activité imaginative. Et troisième étape, les exercices préparatoires du rêve éveillé dirigé. La première étape, obtenir un état d'attention passive. De Swal le décrit comme ayant comme but une relaxation physique et psychique propice à laisser l'imagination se déployer. Il s'agit de relâchement du corps, de relâchement musculaire, de fermer les yeux, éventuellement d'imaginer un paysage agréable où le corps se repose. Et puis, pour la relaxation psychique, il s'agit de chasser les excitations extérieures, les perceptions qui pourraient attirer notre attention et nous disperser. Et encore une fois, c'est bien de le dire, mais de Swal nous propose comment? Il nous propose un exercice très simple, un exercice d'imagination. Imaginez empiler des chiffons dans un sac. Et imaginez que quand il n'y a plus de chiffons à se mettre dans ce sac et qu'il est plein, on l'attrape et on le jette derrière soi. Et je vous laisserai le faire pour vous rendre compte de l'impact de ce simple exercice d'imagination.
Voilà pour le premier exercice, obtenir du sujet un état d'attention passive. Deuxième exercice, déclencher l'activité imaginative. Le but, c'est de passer progressivement de l'état de conscience, on pourrait dire normal, mais pour préciser, je dirais de l'état de conscience immédiat tel qu'il est là maintenant, vers un autre état de conscience, lequel, eh bien, vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. Le but, c'est une transition progressive de l'état de conscience immédiat à un autre état de conscience. Le deuxième but, c'est à nouveau de se familiariser avec l'état d'imagination ou avec l'expérience d'imagination. Le procédé est très simple. Tout d'abord, imaginez une scène de la vie courante ou un objet de la vie courante. Et de Swal précise, exclure les scènes vécues, car il ne s'agit pas de se remémorer quelque chose, et exclure les objets qui sont trop familiers, parce que ça va créer des émotions sur le lien à cet objet. Donc, imaginez une scène ou un objet de la vie courante, mais pas une scène vécue et pas un objet familier, les décrire, et si c'est un objet, faire décrire le lieu où il se trouve, faire décrire l'endroit qui est imaginé, suggérer au sujet de s'y promener et décrire ce qu'il voit. Et vous pouvez voir ici qu'à nouveau, nous proposons une image et il y a une image qui va venir au-delà de la volonté par l'imagination. Et enfin, et chez De Swal, ce sont des stades, on peut faire d'abord les deux premières étapes et dans une autre expérience ultérieure la troisième, mais je vous l'ai noté quand même. Et enfin, en troisième étape, suggérer que ce paysage se transforme en montagne et gravir le sommet. Voilà chez De Swal l'entraînement pour déclencher, stimuler, nous pourrions dire, l'activité, comment il la nomme, l'activité imaginative. Et enfin, et ça nous amène sur ce que nous ferons et ce que nous verrons les semaines prochaines, le troisième et dernier entraînement chez De Swal, c'est un vrai entraînement préparatoire au rêve éveillé dirigé. Il s'agit tout d'abord de faire les actions que nous venons de décrire dans le deuxième entraînement, donc partir d'une scène de la vie courante et d'un objet familier, de les décrire, de décrire l'endroit où tout cela a lieu, d'imaginer s'y promener, de décrire ce qu'on y découvre quand on s'y promène, et enfin de laisser cela se transformer en une montagne et de gravir cette montagne. Et à partir de ce point, le troisième exercice propose de suggérer au sujet qu'il s'élève encore, qu'il peut encore s'élever depuis le sommet de la montagne. Mais depuis le sommet de la montagne, eh bien, on ne peut plus monter, puisqu'on est au sommet. Alors, il s'agit de proposer des supports, par exemple une échelle, imaginaire bien sûr, hein, de proposer un avion, de proposer une piste en hélice, et vous verrez que dans l'imagination, même si on dit « imagine quelque chose qui te permet de t'élever encore », eh bien, c'est là que nous avons des imaginations très créatives et très fertiles, car on voit surgir différentes choses qui nous permettent, à notre surprise, de pouvoir monter encore plus. Troisième étape, renouveler cette étape. Donc, s'élever, 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 s'élever. Et Robert De Swal dit, à ce stade-là, alors à ce stade-là, il écrit quelque chose et j'ai choisi de ne pas vous l'écrire ce soir pour ne pas vous en faire la suggestion, en fait, pour que vous ne soyez pas conditionné. Et il écrit à ce stade-là, il y a, c'est mon vocabulaire, il y a un élément phénoménologique récurrent. C'est-à-dire, quasiment tout le monde, au bout d'un moment, à force de s'élever, fait la même expérience. Quelle est cette expérience? Eh bien, on va voir si on a assez de temps aujourd'hui pour aller jusque-là, si vous la faites ou pas, et on verra pour combien de personnes l'expérience prédite par De Swal se réalise. Voilà donc les différents types d'entraînement à la visualisation et à l'imagination active, différents types d'entraînement très basiques dans le travail de Roberto Assagioli, différents types d'entraînement à l'imagination active dans le travail de Leuner et le travail de Swal, des entraînements qui mettent en jeu tout un ensemble de fonctions cognitives qui vont permettre de fluidifier, de développer l'imagination pour ultérieurement l'utiliser pour des exercices et des pratiques qui sont bien plus complexes. Voilà, je vais donc remercier nos amis qui nous suivent par Internet pour leur attention. Et pour ce qui nous concerne, nous pouvons maintenant prendre l'heure et demie que nous avons devant nous pour mettre tout ça en application.